Tu es en couple depuis 3 ans. Tout va bien. Il t'aime, il le dit, il le montre, mais quand tu évoques l'idée d'emménager ensemble, son visage se ferme. Il trouve des excuses, son travail, son besoin d'espace, le moment pas idéal. Tu te demandes, pourquoi refuse-t-il alors qu'il m'aime ? Peut-être que toi aussi tu es dans cette impasse. Une relation solide, un amour sincère, mais un plafond de verre invisible qui empêche la cohabitation. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est plus profond, plus ancien, plus enfoui. C'est la peur de la fusion. Et cette peur a un nom en psychologie, le syndrome de la fusion menaçante. Sternberg, le célèbre chercheur sur l'amour, a montré que certains individus associent l'intimité extrême à une perte de soi. Pour eux, vivre ensemble n'est pas un projet de vie partagé, mais un effacement de leur identité. Aujourd'hui, on va décoder ce mécanisme et surtout te donner 3 techniques concrètes pour le désamorcer. Après cette vidéo, tu ne regarderas plus son refus comme un rejet personnel. Tu sauras que c'est un signal d'alarme intérieure, une carte au trésor de ses peurs. Tu comprendras pourquoi il recule et surtout comment l'inviter à avancer vers toi sans le braquer. Tu vas apprendre à parler son langage, celui de l'autonomie sécurisée, et tu vas enfin sortir de ce sentiment d'impuissance. La croyance la plus répandue, c'est que s'il refuse la cohabitation, c'est qu'il ne m'aime pas assez. Les copines te le disent, les sites de conseils aussi. Alors tu doubles la mise, tu fais plus de compromis, tu es plus présente, tu prouves que tu es idéale. Mais lui, il s'éloigne encore plus. Pourquoi ? Parce que tu actives sa peur. Plus tu te rapproches, plus il a l'impression de se noyer. Le piège, c'est de penser que la solution est de le convaincre. Tu listes les avantages, économie, complicité, projet commun, tu organises des visites d'appartement, tu lui montres la vie parfaite. Mais il est en mode défense. Il ne voit pas une opportunité, il voit une menace pour son espace mental. C'est ce que les chercheurs appellent la réactance psychologique. Plus on le pousse, plus il résiste. Alors que faire ? L'inverse. Arrêter de pousser et comprendre la vraie nature de sa peur. La peur de la fusion n'est pas une phobie de l'engagement. C'est une peur de perdre son autonomie dans le couple. Sternberg l'a bien décrite dans son modèle de l'amour, l'intimité, la passion, la décision engagement. Pour certains, le passage à l'intimité totale, vivre ensemble, menace la composante décision. Ils ont besoin de sentir qu'ils choisissent chaque jour d'être là, pas que c'est une fatalité. Concrètement, son cerveau traite l'emménagement comme une perte de liberté, pas comme un gain d'amour. C'est lié à son histoire d'attachement. Un attachement évitant, par exemple, valorise l'indépendance et perçoit la proximité comme une intrusion. Il a besoin de distance pour se sentir en sécurité, alors que toi, tu cherches de la sécurité dans la proximité. C'est un choc de stratégie. Le déclic, c'est quand tu comprends que son refus n'est pas un verdict sur ta valeur. C'est une information sur son système de sécurité intérieure. Et avec cette information, tu peux agir. Prenons un cas concret. Jérémy, 34 ans, architecte à Lyon. Il est en couple avec Clara, 31 ans, infirmière depuis 2 ans et demi. Relation épanouie, amour sincère, projet à 2. Mais dès que Clara évoque l'emménagement, un test gentil, comme « et si on cherchait un appart ensemble ?», Jérémy devient évasif. « Pas maintenant, mon travail est instable ou j'ai besoin de mon espace de création. » Clara finit par se sentir rejetée. Elle a une conversation sérieuse. « Jérémy, je ne comprends pas. Tu dis m'aimer, mais tu ne veux pas vivre avec moi. C'est contradictoire. » Lui, mal à l'aise, répond « Je t'aime, c'est vrai, mais emménager c'est énorme. J'ai besoin de temps. » Il ne peut pas expliquer pourquoi. Il se sent incompris, presque coupable. La situation se dégrade. Clara fait plus de crises, pleure, le presse. Lui, il se réfugie dans ses sorties, ses amis, son travail. Leur intimité s'effrite. C'est classique. Le demandeur devient plus demandeur, le distancieur devient plus distant. C'est ce que les thérapeutes appellent le poursuite-distance. Mais un jour, Clara tombe sur un article sur les styles d'attachement. Elle réalise que Jérémy est typiquement évitant. Il a besoin de se sentir libre dans le lien. Alors, elle change de stratégie. Elle arrête de demander, elle crée de l'espace et elle l'invite à parler de son besoin de liberté, sans jugement. Lors d'un dîner, elle dit «
Je comprends que vivre ensemble peut faire peur. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une façon de protéger ce qu'on est. Moi, j'ai besoin de proximité pour me sentir aimée. Toi, tu as besoin de liberté. Comment on peut faire pour que nos deux besoins soient respectés ? Jérémy est surpris. Il ne se sent plus attaqué. Il peut parler. Il explique qu'il a peur de perdre son identité, son temps pour lui, ses projets perso. Clara propose des solutions intermédiaires. Passer plus de nuits chez l'un ou l'autre, sans officialiser. Créer des rituels de temps solo. Et elle lui dit « Je ne veux pas que tu te sentes piégé. Je veux qu'on construise quelque chose où chacun garde son espace. » 6 mois plus tard, ils emménagent, mais progressivement. D'abord, elle laisse ses affaires chez lui. Puis, il lui donne un tiroir, puis une étagère, et un jour, il dit « Et si on prenait un vrai appart ensemble ?» Le besoin venait de lui, à son rythme. Maintenant, comment reconnaître la peur de la fusion chez ton compagnon ? Les signes sont subtils. Par exemple, il est très présent, mais recule dès qu'on officialise. Il a besoin de beaucoup de temps seul, même en couple. Il est généreux, mais n'aime pas dépendre de toi. Il est souvent mal à l'aise avec les étiquettes. Petit ami, fiancé. Autre signe, il est plus à l'aise dans les moments non planifiés. Quand la relation devient trop routinière, il s'ennuie ou devient distant. Il valorise son indépendance dans son discours. Je fais ce que je veux, je n'ai pas besoin de permission. Et il est souvent critique envers les couples trop fusionnels. Si tu observes cela, ne panique pas. Ce n'est pas une condamnation. C'est juste un mode de fonctionnement que tu peux apprivoiser. Quand tu comprends ce mécanisme, tout change. D'abord, l'anxiété diminue. Tu arrêtes de te demander ce que tu as fait de mal. Ensuite, tu arrêtes les comportements contre-productifs, les demandes répétées, les ultimatums, les gémissements. Tu passes en mode observation et accueil. Et surtout, tu ouvres la porte à une communication authentique. Tu ne parles plus de cohabitation, tu parles de peur. Tu ne parles pas de sacrifice, tu parles d'équilibre. Cela change la dynamique. Lui se sent vu. Toi, tu te sens plus forte. Mais tu dois aussi protéger tes besoins. Son besoin de liberté ne doit pas écraser ton besoin de sécurité. La clé, c'est l'équilibre. Passons à 3 techniques concrètes pour avancer sans pression. Première technique, la dissociation du sujet et de l'émotion. Au lieu de demander « tu veux vivre avec moi ?» question qui active sa peur, demande « qu'est-ce qui te ferait te sentir piégé dans une vie commune ?» C'est une question ouverte, non menaçante. Elle l'invite à décrire ses craintes sans s'engager. Exactement. Je suis curieuse. Imagine qu'on vive ensemble demain. Qu'est-ce qui te ferait peur concrètement ? Perdre ton temps pour toi. Ne plus pouvoir inviter tes amis. Laisse-le répondre sans le corriger. Tu collectes des informations et à la fin, tu dis « merci de partager ça. Je comprends mieux. » Deuxième technique, l'immersion graduelle, comme une désensibilisation. Ne passe pas de 0 à 100, crée des paliers de proximité. Par exemple, une semaine de vacances ensemble, puis un week-end par mois chez l'un, puis un tiroir chez l'autre, puis un jour fixe, journée solo chacun. À chaque étape, verbalise « j'apprécie qu'on puisse partager cet espace sans perdre notre liberté ». Renforce son sentiment de contrôle. Ne saute pas d'étape. Si tu sens une résistance, recule et ralentisse. Troisième technique, le contrat de liberté. Propose un document symbolique, même oral, où vous écrivez vos droits et devoirs. Par exemple, je peux passer une soirée seule sans culpabilité. Tu peux sortir avec tes amis sans avoir à justifier. On se réserve un week-end par mois chacun pour nos activités perso. Cela sécurise l'évitant car il sait que ses frontières sont respectées. Et toi, tu es rassuré car tu as des moments de couple clairement définis. C'est un accord gagnant-gagnant. Un dernier point, les objections que tu pourrais avoir. Mais si je lui laisse trop d'espace, il va s'éloigner définitivement. S'il m'aime, il devrait faire un effort, non ? La vérité, c'est que l'espace donné volontairement n'est pas de l'éloignement, c'est du respect. Et si tu forces, tu risques vraiment de le perdre. Et s'il ne veut jamais s'engager malgré tout ? Alors, il faut te demander si ses besoins sont compatibles avec les tiens sur le long terme. Mais avant d'en arriver là, essaie ces techniques. Tu seras surprise de voir comment un homme peut se rapprocher quand il ne se sent plus coincé. Pour finir, je reviens à Clara et Jérémy. Aujourd'hui, ils vivent ensemble depuis 2 ans. Il a son bureau à la maison,
elle a son coin couture. Ils ont des soirées séparées et des soirées à deux. Et Jérémy dit souvent « Je t'aime plus que jamais parce que je ne me sens pas prisonnier ». C'est paradoxal. En acceptant sa peur, tu l'as désamorcée. Et toi, es-tu prête à essayer ? Si oui, like et abonne-toi pour ne rien rater. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà vécu cette situation ?